Mesdames et messieurs, bonjour, amis de Matin Libre TV. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique. Aujourd'hui, nous allons pouvoir donc vous faire découvrir les actions de l'Institut national de la femme avec les succès enregistrés, sans oublier donc les défis qui restent et puis les obstacles franchis déjà et qui restent à être franchis aussi avec les perspectives en vue. Nous sommes avec la première responsable, donc la présidente de l'Institut national de la femme. Il s'agit de Maître Huguette Bokoye-Nyankaya qui nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Bonjour Maître. Bonjour, Monsieur Rouré. Merci pour la disponibilité. Mais merci de m'inviter sur votre plateau. Voilà, vous allez nous parler un peu des rôles, sinon des missions de l'Institut national de la femme que vous présidez. L'Institut national de la femme a pour mission, d'abord, de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles, et d'autre part, de promouvoir le leadership des femmes dans tous les domaines. Et cela implique donc des actions de prévention. Cela implique des actions, comment dire, je ne vais pas dire des actions d'action, je dirais des interventions qui sont de l'assistance juridique, de l'assistance judiciaire, d'un soutien psychologique, n'est-ce pas, et d'actions de collaboration. Oui. Avec des ministères sectoriels, avec des partenaires techniques et financiers, avec des organisations de la société civile, avec les têtes couronnées féminines, les têtes couronnées masculines, les chefs traditionnels, les chefs religieux et tous les acteurs qui sont positionnés dans la chaîne d'intervention par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la prise en charge des victimes. Il faut dire que dans cette mission, nous sommes appuyés par le pouvoir spécial qui nous est donné d'ester en justice, de nous autosaisir de cas de violence basés sur le genre et d'accompagner les victimes devant les juridictions. Très bien. Et quels sont ces cas-là pour lesquels vous n'avez pas besoin forcément qu'il y ait des plaintes? Alors, nous pouvons nous autosaisir. Supposons par exemple que sur les réseaux sociaux, oui, un fait soit rapporté, un fait de violence, de viol, de mariage précoce, mariage forcé, etc., soit porté sur les réseaux sociaux. Nous nous autosaisissons et nous faisons des investigations pour pouvoir nous assurer de la véracité des faits et nous engageons des poursuites. On recherche les auteurs, on engage des poursuites, on se fait aider par l'OCAC et puis c'est la criette ensuite qui prend le relais selon les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Quel est l'objectif qui est poursuivi? L'objectif qui est poursuivi, c'est zéro tolérance à l'égard de violence, à l'égard de la violence faite aux femmes et aux filles, de façon qu'on ne donne aucun mauvais signal en laissant un fait porté à notre connaissance impuni, pour que la culture de l'impunité, la culture de la banalisation, on va dire, de la violence à l'égard de la femme, qui fait que certains se disent, bon, ben, je vais la tabasser et puis rien ne va arriver, que cette culture-là cesse. Très bien. Et qui s'occupe des hommes quand il y a violence ou je pense que de la même façon que cela se faisait avant, oui, les hommes peuvent porter plainte, parce qu'il y a des juridictions devant lesquelles on peut porter plainte. Il y a des lois qui sont faites, le code pénal est là pour répondre de faits, de blessures volontaires et autres qu'une femme aurait porté à l'égard d'un homme. Et quand un homme vient à l'Institut national de la femme, on l'oriente, on le conseille et on lui dit, vous pouvez saisir telle juridiction, vous pouvez saisir telle autre juridiction. Parce que des hommes sont venus voir déjà. Oui, il y a des hommes qui sont venus, qui ont dit, voilà, on les a orientés. Comme aussi, il y a des hommes qui viennent et quand on creuse, oui, on se rend compte qu'en fait, ce dont ils parlent, c'est une riposte, on va dire, à la violence qu'ils ont l'habitude d'exercer sur leur compagne, leur épouse. Et ils le vivent comme une violence, alors qu'en fait, c'est un refus, c'est que la femme s'est levée un jour et a refusé de subir la violence. Très bien. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a un Institut national de la femme, c'est parce que la violence à l'égard de la femme a atteint un niveau de pandémie, un niveau de phénomène, de fléau social
sur lequel on s'est penché, on s'est rendu compte que les lois ordinaires ne suffisent plus pour gérer les situations que les femmes subissent, parce qu'elles subissent certaines situations parce qu'elles sont des femmes, et que si elles avaient été des hommes, elles ne l'auraient pas subi. Très bien. On ne peut pas donner un coup de pied dans le ventre d'un homme enceint, voyez-vous. Donc, il faut des lois spécifiques pour punir certains faits qui ne se produisent que sur les femmes. Très bien, voilà. Et déjà, depuis l'opérationnalisation de l'Institut national de la femme, quelles sont les actions fortes enregistrées? Alors, si je me base sur les différentes formes d'intervention de l'INF en matière de prévention, depuis que l'Institut a été installé, en tout cas à partir du premier trimestre de 2022, les actions de sensibilisation à l'égard des populations en général, des jeunes, des étudiants, des artisanes, des coiffeuses, toutes celles qui font des métiers qui sont liés à l'artisanat, la couture, etc. On a ciblé les ateliers dans tous les départements. On intervient dans tous les départements. On fait le tour. On s'assure que progressivement, on aura fait le tour de tous les 12 départements. On vise les élèves. On fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et dans les universités. Il y a une motivation pour ça? Oui, parce que l'un des fléaux contre lequel on lutte particulièrement, c'est le harcèlement sexuel en milieu scolaire ou d'apprentissage, c'est le viol. En tout cas, de façon générale, les atteintes sexuelles, n'est-ce pas? Et donc, pour cela, il faut cibler les élèves pour que, en fait, elles-mêmes, comment dirais-je, reconnaissent, on va dire, les commencements, les actes, les commencements d'exécution, les préméditations de violence à leur égard. Les tontons qui se comportent de façon bizarre, le maître qui les appelle ma chérie, le professeur qui insiste pour que l'élève apporte des cahiers à la maison, etc. C'est à cela que ça sert. Donc, on s'adresse aussi bien aux enseignants qu'on s'adresse également aux étudiants pour que chacun sache, que chacun retrouve son rôle et reste dans son, comment dirais-je, reste dans son couloir. Vous savez qu'il y a une loi, parmi les lois de 2021, il y a la loi relative à la prévention, à la répression des infractions commises à raison du sexe, et que cette loi spécifique a interdit les relations amoureuses entre apprenants. Et il est important que les apprenants comme les enseignants connaissent cette loi. Donc, on a largement vulgarisé cette loi-là. Très bien. Est-ce à dire, une parenthèse, est-ce à dire que les enseignants ne doivent plus appeler leurs apprenants chérie, ma chérie? Évidemment. Il n'y a aucune raison que celui qui apporte le savoir... C'est innocent. Non, ce n'est pas innocent. En fait, nous enseignons, et moi je le dis tout le temps, je dis toujours aux étudiantes, quand le prof commence à vous tutoyer, vous continuez de le vouvoyer. En continuant de le vouvoyer, vous lui donnez le signal que la relation n'est pas une relation favorable à un tutoiement. Vous gardez une distance. Vous indiquez que vous voulez garder une distance. Vous voyez, il n'y a jamais de ma chérie anodin entre un enseignant et son apprenant. Et ce genre de comment je vais dire, ces appellations doivent être bannies. Il faut bien sûr conserver un minimum de relation entre l'enseignant et l'apprenant, mais un minimum de relation qui se limite au savoir qu'il lui apporte. L'élève, l'étudiant peut poser des questions à un enseignant. L'étudiant a un maître de mémoire, voilà. Donc, mais sa relation doit être claire, de façon que celui qui apporte le savoir à l'apprenant, qui boit à la source de ce savoir, ne soit pas celui qui, le soir, lui envoie des mots doux. Ça, c'est interdit. Interdit. Et c'est bien compris. Il n'y a pas les actions de sensibilisation. Donc, Maître Huguette Bourgogne-Nyakaga, quelles sont ces actions? Mais il y a l'activité principale de l'Institut national de la femme qui consiste
à défendre, recevoir les plaintes et diligenter les plaintes, donner suite aux plaintes. Et à l'intérieur de cela, il y a donc une assistance sociale qui est apportée à la victime, qui s'étend du soutien psychologique vers la prise en charge de besoins urgents. Je donne un exemple. Une femme qui a été violée, qui est économiquement, qui n'a pas d'argent, qui ne peut même pas se déplacer de Calavi pour venir au siège de l'Institut, on va quand même assurer son déplacement. Mais surtout, on va lui apporter un soutien psychologique. Ensuite, on va l'accompagner dans l'assistance juridique en lui disant, voilà ce qui vous est arrivé, ça correspond juridiquement à telle infraction. Si vous voulez, on va vous accompagner en justice. Aujourd'hui, justement, grâce au travail de la volonté de la plaignante. C'est l'idéal. Mais comme je vous ai dit que nous avons un pouvoir spécial d'ester en justice, nous, on va pas recevoir un cas de viol et se taire dessus. C'est clair. Si la victime nous dit « Ah, je ne veux pas », on va lui dire « Non, on va mettre ça sur notre dos à nous ». Et quand les parents de l'auteur vont venir, s'ils veulent vous attaquer et autres, dites-leur que ce n'est plus dans vos mains, que vous avez voulu, vous pouvez même dire que vous allez vous retirer votre plainte et que l'INF a refusé. Parce que nous, jamais on acceptera de retirer cette plainte-là. Donc, nous acceptons de porter le manteau de celui qui a décidé de poursuivre pour que, la victime puisse respirer un peu. Donc, assistance juridique, assistance judiciaire, assistance psychosociale. Voilà tout ce que nous apportons aux victimes. Et je voudrais préciser que dans cette activité principale que nous menons, les victimes qui ont un profil de vulnérabilité économique, qu'on étudie bien, on fait une enquête pour nous assurer qu'elles ne peuvent pas faire face aux frais de justice. Là, on leur assure une justice gratuite, une assistance judiciaire gratuite, en leur fournissant, en mettant à leur disposition un avocat qui est payé par l'Institut, en les déplaçant. Je donne un exemple, une fillette de 13 ans violée. Ils sont à Latitengu, les parents sont pauvres. Nous allons payer le transport de la victime et d'un accompagnant, d'un de ses parents. Ils vont venir à Cotonou, ils savent pas où dormir, on va les loger, on va les nourrir, on va leur assurer le repas. Là, parce que généralement, il faut venir la veille de l'audience. Le jour de l'audience, généralement, l'audience finit tard. Il faut repartir le lendemain. Donc le bus, à manger ou dormir. Si à l'audience, on demande de voir un médecin, de faire un examen, etc., l'Institut national de la femme prend cela en charge pour que l'accès à la justice soit le même pour l'enfant victime de viol de parents pauvres ou l'enfant malheureusement victime de viol aussi, mais de parents qui peuvent accéder à la justice en engageant leurs propres frais. Très bien. Et vous vous rapprochez considérablement des populations puisque vous avez des points focaux également. Exactement. Nous avons des points focaux qui sont installés dans les communes au niveau des guichets uniques de protection sociale auprès donc des structures qui sont sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et aujourd'hui, nous constituons avec les GUPS, comme on les appelle, vraiment une porte d'entrée large au niveau commune pour toutes les victimes qui voudraient se plaindre de violences qu'elles ont subies. Donc, ces points focaux nous représentent, mais totalement au niveau commune, vont pouvoir recevoir les victimes, vont pouvoir engager les procédures après avoir remonté l'information vers les antennes départementales qui coordonnent leurs actions et bien sûr tout cela porté à la connaissance du niveau central qui est le siège de l'Institut national de la femme. Et ces points focaux sont dans les communes, il y en a dans les universités, il y en a dans les ministères et dans les institutions de l'État. Donc, tout est fait pour qu'il y ait un maillage territorial qui permette à tout le monde, même si on est dans le plus petit village, d'accéder aux services qui sont offerts par l'Institut national de la femme. Très bien. Et aujourd'hui, combien, on pourrait dire, si on doit questionner un peu les chiffres, vos chiffres... J'ai des chiffres que je peux partager avec vous. Exactement. Alors, disons que à la date du 31 mars, nous avions de janvier, rien que, je prends seulement cette année, de janvier à mars, on avait 1058 dossiers.
dont 277 agressions sexuelles. À l'intérieur de ces 277 agressions sexuelles, vous avez les atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 13 ans qui font 107. 107. 107. Donc, vous voyez que les mineurs entre 0 et 13 ans sont particulièrement victimes de ces atteintes sexuelles à l'intérieur desquelles on a bien sûr le viol. Et vous avez les cas de viol sur les mineurs de 13 ans et plus qui sont à l'intérieur de ces 277 qui sont 98. Donc, vous voyez que au niveau des agressions sexuelles, Sur mineurs. Vraiment les mineurs dominent, on va dire, les victimes mineures dominent. Puis vous avez 35 grossesses précoces, vous avez 32 harcèlements sexuels, vous avez 5 incestes. Maintenant, si on prend de janvier à mai, le chiffre a grimpé. On est passé de 1058 dossiers à 1852 dossiers. Donc plus de 1850 dossiers. C'est vous dire. Alors, vous serez peut-être tenté de dire que, bon, ben, comment ça se fait que l'INF est là et puis pourtant, ça se compense. Mais je vais vous dire non. Je vais vous dire qu'il faut nuancer cet avis-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est depuis que l'INF est arrivé que, on va dire, le mur du silence s'est brisé. Il y a plus de dénonciations. Il y a plus de dénonciations, voilà. Il y a plus de signalements qu'avant, n'est-ce pas? Et on va dire que c'est le succès des actions qui sont menées par l'INF. Aujourd'hui, la majorité sait que quand je vais à l'INF pour te signaler, c'est pas comme avant quand je vais au commissariat et puis on commence à me demander toi-même qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te viole et autres. Ce n'est plus comme ça. Et ça, c'est tout. Du coup, vous avez des dénonciations, on a des médias qui dénoncent. Oui. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'on garantit l'anonymat. S'il y a un dénonciateur qui nous dit « je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui ai dénoncé », on respecte son anonymat. Ce qui fait qu'on a on a de plus en plus de dénonciations, on a de plus en plus de plaintes. En gros, on a de plus en plus de signalements. Et ça donne l'impression qu'on viole, c'est-à-dire que plus l'INF est là, plus l'INF est sur le terrain, plus on viole. Non. Il faut dire que le succès des actions de prévention qui ont commencé à être menées par l'INF depuis 2021, le dernier trimestre de 2021, ajouté aux cliniques juridiques que l'Institut national de la femme organise dans tous les départements. Les cliniques juridiques sont des procès fictifs qui mettent en jeu tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de la prise en charge des procès. Et ce sont des cliniques qui se mènent publiquement. Donc les populations viennent s'asseoir et suivent et regardent et se rendent compte que, donc maintenant, si on viole mon enfant, si on viole ma nièce, je peux dénoncer, elle peut se plaindre et elle ne sera pas seule. L'INF va s'occuper d'elle. Et même si je n'ai pas d'argent, ça ne sera pas un obstacle. Je peux ne pas avoir un franc et me plaindre à l'INF. L'INF va prendre en charge la situation. Donc c'est ça qui fait que on a des chiffres qui augmentent. Ça, c'est ce qui se passait dans l'ombre qui est mis à la lumière. Voilà. C'est comme ça qu'il faut interpréter cela et s'en réjouir. Voilà. Est-ce qu'avec les actions de l'INF, vous savez que nous sommes dans une société patriarcale, il y a les pesanteurs sociologiques, on n'a toujours pas envie de dénoncer son mari parce que la société voit mal cela. Est-ce qu'avec l'opérationnalisation, avec vos actions, quelque chose change fondamentalement? C'est vrai que les chiffres sont là, mais est-ce que dans le quotidien, ça change fondamentalement? Je vais vous dire qu'on a un défi. Il y a un changement fondamental, mais il y a un défi qui peut être relevé et qu'on commence à relever grâce à du partenariat. Je vous explique. La mission de l'INF ne comporte pas un volet autonomisation économique de la femme. Oui. Parce qu'en fait, en général, quand la femme ne veut pas porter plainte ou qu'elle ne veut pas aller plus loin, c'est parce qu'elle est dans un dilemme. C'est l'auteur de la violence qui est aussi le pourvoyeur, n'est-ce pas? Oui. Que ce soit une femme qui... on a plusieurs profils de femmes. Vous avez le profil de femme, un alphabet et autres, qui
ne travaille pas, ou alors qui travaille, mais bon, c'est peut-être une femme qui travaille dans le champ de son mari. C'est difficile pour elle de se plaindre contre son mari. Parce qu'elle dépend toujours. Parce qu'elle dépend, que ce soit le travail qu'elle fait, ou que ce soit l'argent de poche, ou que ce soit l'argent de la popote qu'elle reçoit, c'est la même personne. Donc, elle va dire, c'est mon karma, c'est ma croix, elle va avoir du mal à se plaindre. Et il faut vraiment la persuader, voilà. Mais en la persuadant, il faut aussi lui assurer, on va dire, une sortie de crise financière. Parce que si elle ne voit pas un horizon qui lui permette de ne plus dépendre de la même personne qui la violente, elle va avoir du mal à résister. Et c'est là où la collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, la collaboration avec les banques, par exemple, qui ont des projets, qui ont des produits de contribution à l'autonomisation économique des femmes et autres, va jouer son rôle. Parce que nous, à l'INF, je vais dire qu'on fait de l'autonomisation psychologique, on fait de l'autonomisation émotionnelle. On aide les femmes à sortir d'une certaine emprise pour devenir autonomes et pouvoir décider par elles-mêmes de refuser la violence. Mais c'est en collaboration avec les institutions et les structures étatiques qui peuvent faciliter, assumer l'autonomisation économique des femmes que nous allons vraiment relever ce défi-là. Il faut reconnaître aussi que le travail de sensibilisation, il se poursuit et la communication autour de la sensibilisation se diversifie aujourd'hui. Nous sortons des sentiers battus de la sensibilisation habituelle. IEC, le classique, non. On travaille avec les jeunes sont dans le slam, les jeunes sont dans le théâtre, les jeunes sont dans la scène. Donc, utilisation de l'art, utilisation de la culture au service de la sensibilisation. Parce que vous pouvez avoir une scène de théâtre où vous ne dites rien, mais où vous voyez des gens pleurer. Parce qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on vient de faire, ou alors ils se sentent coupables, ils se disent, mon Dieu, je suis dedans, en plein dedans. Donc, il y a ça. Il y a le digital, n'est-ce pas, qui est fortement utilisé aujourd'hui pour sensibiliser comment on appelle ça, des spots, des échanges entre les internautes, des slogans, etc. Donc, il y a aussi une grande communication avec les leaders traditionnels, les leaders religieux, les chefferies. Je vous donne un exemple que je trouve formidable, un exemple de sensibilisation qui mène à une collaboration. Le chef d'un culte ou d'un, comment on les appelle, les couvents, d'un couvent de vaudou, qui a compris, va dire spontanément, et c'est ça qui est formidable, écoutez, nous on peut s'arranger pour qu'une fille qu'on veut initier, mais qui est scolarisée, on peut s'arranger pour décaler le moment de l'initiation afin de lui permettre d'aller au CEP, afin de lui permettre d'aller au BPC, afin de lui permettre d'aller au bac. Je trouve ça formidable. C'est un engagement que vous saluez. C'est un engagement que je salue et c'est une forme de collaboration qui montre que, parce que vous comprenez bien que le vaudou, le chef du couvent, moi je peux venir, l'INF peut se transporter dans le lieu où il y a le couvent et faire sa sensibilisation. Mais s'il n'y a pas le vaudounon, le chef du couvent, qui continue, vous comprenez qu'on aura besoin de venir N fois. Mais si on en fait un allié qui nous a compris et qui veille à ce qu'aucune violence ne soit exercée sur les filles dans un couvent, vous comprenez que nous avons gagné quelque part ce combat. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour pouvoir quand même travailler avec tous ceux-là, ces acteurs? En attendant ce mécanisme, nous n'avons pas attendu ce mécanisme pour commencer à travailler avec ces acteurs. Nous avons beaucoup de partenaires qui sont des chefs traditionnels et autres. Mais cette année, et c'est aussi l'occasion de le dire, une collecte, une campagne de collecte a été lancée parce que l'Institut national de la femme est le cadre de concertation nationale pour une mobilisation autour de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ce cadre de concertation, on va dire les premières étapes
préalables à la mise en place de ce cadre de concertation ont commencé avec la collecte de toutes les organisations de la société civile qui ont pour objet la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un travail qui se fait depuis le 25 mai ou le 26 mai, si j'ai bonne mémoire, qui va finir en juin. Quand ce cadre sera installé, il y aura dedans les ONG, il y aura dedans les têtes couronnées, il y aura dedans les leaders, il y aura dedans toutes les catégories de personnes ou de groupes de personnes qui sont des leviers dans les communautés, avec lesquels il faut rester en partenariat pour que cette sensibilisation se fasse aussi à leur niveau. Voyez-vous, pour que le relais puisse... Le relais, voilà. Parce qu'on ne peut pas... c'est bien que j'aille avec le code des personnes et de la famille faire ma sensibilisation. Oui. Mais c'est très bien que je m'accorde avec les notables pour que eux-mêmes disent, quand je serai parti, oui, et avant que je ne revienne une autre fois, qu'eux-mêmes disent, écoutez, en tant que chef de collectivité, en tant que chef du village, en tant que tête couronnée, désormais, nous devons nous entendre pour que les femmes également héritent. Nous ne sommes plus à l'ère où nous disons qu'une femme ne peut pas hériter. Désormais, quand il y a conseil de famille, il faut intégrer les femmes. Quand on désigne des administrateurs, il faut intégrer les femmes de la famille. Si eux, ils le disent, s'ils le disent une fois, ça rentrera plus vite dans les oreilles que si nous on le dit 3 fois. Donc ce genre de collaboration, c'est ça que nous sommes en train de construire. Très bien. Voilà. Maître Huguette Bopé-Nyakadia, déjà, il faut parler un peu de... Quel est le domaine dans lequel l'Institut national de la femme a eu beaucoup plus d'impact? Je vais dire que c'est dans le domaine de l'assistance juridique, de l'assistance psychologique et de l'assistance judiciaire. C'est vrai que c'est vraiment notre champ, celui dans lequel nous sommes un bras droit opérationnel de la justice. Que ce soit la criette, que ce soit les juridictions ordinaires, que ce soit les juridictions spécialisées, c'est vraiment là qu'on nous voit. Parce que, vous savez, il manquait aussi la répression. La répression a plusieurs fonctions. Et dans ces fonctions-là, il y a aussi la fonction dissuasive. Je peux vous dire que depuis que les condamnations 5 ans et autres tombent sur les professeurs et les instituteurs harceleurs, je peux vous dire que ça commence à se calmer. On se passe le mot, on a compris que, attention, ce n'est plus des choses qu'on peut faire impunément. Non seulement on en prend pour son grade, pour sa carrière, on en prend pour sa réputation. Et vous savez que lorsque nous publions les décisions de justice, le nom des auteurs est publié. Le nom de la victime est sauvegardé, mais le nom de l'auteur est publié. Et donc, il commence à y avoir la conscience qu'on ne peut plus faire ça et rester impuni. Maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin parce que le dialogue qu'on construit avec les communautés, c'est le dialogue qui va faire que quand une fille est violée, une fille de 13 ans est violée par un adulte de 30 ans, et qu'on arrête cet adulte et qu'on le met en prison, que la famille de cet adulte arrête de harceler et de menacer la famille de la fille violée. Mais qu'on arrive à un point où cette famille-là comprenne que ce n'est pas la famille de la fille violée qui a mis leur enfant en prison, leur adulte en prison, mais que c'est l'acte de l'adulte qu'eux-mêmes doivent réprouver qu'il a poussé en prison. Je sais que le chemin peut être long, mais je sais aussi que c'est possible et je sais qu'on y arrivera. Très bien. Et quels sont peut-être ces actes posés qui vous ont vraiment marqué? Voilà, peut-être des cas de viol ou un certain... Quels sont ces cas-là qui vous ont vraiment marqué, Maître Huguette? Il me sera difficile de mémoire comme ça de citer des cas, mais moi, là où je trouve ma satisfaction, c'est que les condamnations tombent, que les magistrats prennent leurs responsabilités et que la loi est appliquée avec rigueur. Et je prends cette occasion pour remercier les magistrats pour le travail qu'ils font. Vous savez, c'est ça qui est le plus, comment je vais dire,
le plus important, la plus belle preuve que c'est possible qu'il y ait un changement. Quand, avant, les gens ne voulaient pas aller en justice parce qu'ils disaient, non, ça va s'arrêter au commissariat. On va nous dire de régler ça à la maison. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui même, l'une des choses aussi qui me fait plaisir, même si c'est un manteau, ouais, c'est le manteau du loup-garou, mais tant pis, c'est de dire, ah, Naïd Diawado INF dit. Et quand on dit Naïd Diawado INF, eh oui, ni nos filles, et nous semblons, voilà. Donc, ce manteau-là, c'est un manteau qu'on accepte de porter volontiers jusqu'à ce que, justement, la transformation sociale que nous recherchons soit faite. Parce que, écoutez, c'est trop facile quand un adulte viole un enfant de 4 ans. Mais on a des cas comme ça. Enfant de 4 ans, pourquoi? Enfant de 4 ans. Et c'est trop facile de dire que c'est un psychopathe et que c'est un déréglé. Parce qu'autour de lui, il y a d'autres qui sont prêts à le faire. Il y a d'autres qui ont essayé d'étouffer. Et si l'INF n'existait pas aujourd'hui, si le courage d'aller en justice, de se plaindre, n'avait pas été suscité par les encouragements de l'INF, les exhortations de l'INF, les gens, la famille qui est autour de ce viol va continuer de dire ça n'a qu'à rester entre nous, ça n'a qu'à rester entre nous. Eux qui disent que ça n'a qu'à rester entre nous là, eux aussi ils sont des psychopathes. Ils ne sont pas des psychopathes. Ils sont des personnes qui estiment que la valeur d'une femme est inférieure à la valeur d'un homme. La destinée d'une femme est de servir un homme. Et c'est ça qui fait que même quand on voit un enfant du sexe masculin, bébé, dans sa tête, on se dit, de toute façon, c'est un objet, j'en fais ce que je veux, depuis le bas âge. Et c'est ça qui continue jusqu'à ce qu'elle devienne adulte et que elle soit sujette sur tout le parcours de sa vie, enfant, adolescente, adulte, épouse, objet de violence, parce qu'on considère que le sexe féminin n'a pas la même valeur que le sexe masculin, que le sexe féminin est inférieur au service du sexe masculin. Il faut qu'on se dise cette vérité-là. C'est comme ça que ceux qui violent, ce n'est pas des psychopathes, c'est des gens qui voient le sexe féminin comme, et qui voient la femme, la fille comme un objet de plaisir sexuel, de défoulement de sa libido. Un point trait. Voilà. Fort heureusement, les choses sont en train de changer grâce à vos actions sur le terrain. Maître Huguette Bokpe-Nyakadia, nous sommes en train de finir. Quels sont les grands chantiers qui attendent l'INF? La mise en place de ce cadre de concertation, la poursuite de la sensibilisation dans sa diversité telle que je vous ai expliqué, la guerre acharnée, implacable contre le harcèlement sexuel. Ça là, on va être dans les écoles, on va être dans les lycées, on va être dans les collèges, on va être dans les universités. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'avenir des filles. Il s'agit de l'avenir du potentiel des filles et des femmes. Et donc, on va s'étendre dessus, on va renforcer, on va appuyer, on va vraiment pas faire de cadeaux à ceux qui, pareil dans le milieu pareil dans le harcèlement sexuel, en milieu d'apprentissage, mais aussi en milieu de travail. Je veux dire, le moment... En entreprise. Dans l'entreprise, mais surtout à l'embauche. Au moment où, après avoir trimé une jeune fille, veut maintenant travailler. Et où elle se voit bloquée par le droit de squeezage qui est réclamé. Ça, là aussi, on va frapper fort. Parce qu'en fait, il faut qu'on reconnaisse que les filles aussi ont une destinée. Elles ont le droit de remplir leur destinée. Elles ont le droit d'aller à l'école, de rester longtemps à l'école, de faire des études jusqu'au bout et d'accéder à des emplois confortables, des emplois corrects, de participer au développement de leur nation. Et tout ce qui se met sur le chemin d'un parcours normal, tranquille, comme les hommes ont un parcours normal, tranquille. Ils ont d'autres défis, certes, mais ce n'est pas des défis qui cassent leur destinée, ce n'est pas des défis qui brisent leur adolescence, qui brisent leurs études et autres. On va faire en sorte que les femmes aussi puissent, dans un environnement sécurisé,
faire des études et nourrir leurs rêves et réaliser leurs rêves. Très bien. Merci beaucoup à vous, Maître Huguette Bokwe-Nyakadia. Merci pour ces mots. Donc, pour justement la disponibilité renouvelée aux côtés des femmes béninoises. Cette question pour finir, comment la femme béninoise se porte aujourd'hui? On va dire que elle se porte bien. Elle continue de faire face à des défis. Mais je voudrais qu'elle sache que tout est mis en œuvre pour qu'elle bénéficie d'un environnement, d'un espace de plus en plus sécurisé, qu'elle bénéficie d'une oreille, d'une écoute, d'un appui que nous leur apportons, nos portes sont ouvertes, et qu'elle sache que nous sommes déterminés à défendre leurs droits de façon, sauf si elles nous le cachent. Mais si elles viennent à nous, elles seront soutenues, elles seront accompagnées, elles seront appuyées. Et je veux qu'elles sachent que même si c'est pour venir pleurer sur nos épaules, si ça peut leur faire du bien, qu'elles viennent pleurer sur nos épaules. Il y a des gens qui sont là pour mouiller leurs habits avec les larmes de ces femmes-là et leur apporter le soutien dont elles ont besoin. Elles ne sont pas seules. Le président Patrice Talon a pris ça vraiment à cœur. Vous voyez, le siège de l'Institut national de la femme, il est prestigieux, mais ses portes sont ouvertes à tout le monde. Et il y a de la place pour que vous vous reposiez sur nos épaules, que vous pleuriez, qu'on vous console, qu'on vous accompagne en justice. Savoir qu'on n'est pas seul fait déjà qu'on se porte mieux. J'espère, femmes béninoises, que vous vous portez de mieux en mieux. Nous sommes là. Voilà. Et pour saisir l'Institut national de la femme, peut-être pour une plainte ou pour tout Il faut d'abord, comme je disais, les portes du ciel sont ouvertes. Nous sommes situés au niveau du carrefour qu'on appelle communément carrefour Soneb. Oui. Si vous venez de la Soneb, que vous allez vers la présidence de la République et le CNHU, dès que vous dépassez le carrefour Soneb, nous sommes dans l'angle à droite. Un grand immeuble qu'on ne rate pas, où c'est écrit Institut national de la femme. Mais nous avons aussi le 01 51 07 88 88 qui est le numéro WhatsApp par lequel on peut nous écrire, laisser un message vocal, mettre des photos, on m'a tapé, voici les photos, j'ai un certificat médical, aidez-moi, etc. Sur ce numéro 01 51 07 88 88, vous pouvez laisser toutes sortes de messages. Parlez fond, parlez goût, parlez Weme, parlez Yoruba, Batonou, tout ce que vous voulez. On va écouter le message, on va l'enregistrer. Mais il y a aussi le 114, qui est notre numéro vert, qui depuis, je crois, à peu près un mois maintenant, est un numéro vert sur lequel vous pouvez, 114, n'oubliez pas, vous pouvez nous saisir, vous pouvez parler, on va vous écouter et on va vous aider. Très bien. Et donc, un numéro vert, donc c'est gratuit, bien évidemment. Il est gratuit. Voilà. 0 francs. Très bien. Merci beaucoup à vous, Maître Huguette Bokwe-Nyakadia. Votre mot de fin, justement, pour nos internautes, pour finir. Le mot de fin, c'est que il y a de l'espoir, parce qu'il y a des structures qui, maintenant, accompagnent les femmes. Je voudrais dire aux femmes de ne jamais renoncer à leurs rêves. Je voudrais dire aux femmes de savoir, surtout celles qui sont mariées et celles qui vont se marier, vos destinées sont compatibles avec les destinées de ceux que vous avez choisi d'aimer et ceux avec qui vous avez choisi de vous marier. Mais vos destinées ne sont pas imbriquées dans la destinée des hommes que vous aimez. Vos destinées sont compatibles avec leur destinée. Ils sont censés vous aider à accomplir votre destinée. Vous êtes censés les aider à accomplir leur destinée. Mais vous n'êtes pas appelés à renoncer à votre destinée pour vous mettre au service exclusif de la destinée des hommes. Les hommes, ne soyez pas fâchés avec moi, mais nous sommes tous venus avec des destinées que nous voulons accomplir. Donc, on veut bien accomplir nos destinées à vos côtés. Ne tuez pas nos rêves, ne tuez pas la destinée des femmes. Si on est d'accord, on est ensemble pour lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes. Il ne s'agit pas d'un combat contre les hommes, il s'agit d'un combat de société pour lequel nous appelons les hommes qui croient à ce que nous faisons, à se joindre à nous, pour qu'on puisse vraiment, vraiment faire disparaître ce fléau de notre société. Très bien.
Merci beaucoup à vous. Donc, Maître Guette Bokwe Nyankadia, vous êtes la présidente de l'Institut national de la femme et c'est justement sur ce message que nous allons donc dire au revoir à nos chers internautes de Matin Libre Télévision. C'est fini donc pour ce numéro de votre émission Matin Libre Politique. Vous en savez un peu plus sur les actions menées jusque-là par l'Institut national de la femme, les perspectives également. On va se retrouver donc dans un autre numéro de votre émission Matin Libre Politique. D'ici à là, portez-vous bien, agréable suite sur notre chaîne. Merci.